Comme tu le sais, toutes les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil, dans un certain ordre. Mais devine quoi? 2 planètes pourraient entrer en collision l'une avec l'autre et provoquer une catastrophe cosmique. Voici Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire. Elle est 17 fois plus lourde et 4 fois plus grosse que la Terre. Elle se trouve à 30 unités astronomiques du Soleil. Une UA est la distance entre le Soleil et la Terre. Elle est donc 30 fois plus éloignée de notre étoile que nous ne le sommes. Et Neptune fait un tour complet autour du Soleil en 164 ans, sur une orbite presque circulaire. Neptune est froide, calme et stable. Mais une planète pourrait perturber cet équilibre. Pluton. C'est une planète naine couverte de roches et de glace. Elle est 6 fois plus légère et 3 fois plus petite que notre Lune. C'est son orbite qui nous intéresse. Si tu regardes une carte du système solaire depuis le haut, tu peux voir que son orbite n'est pas ronde, mais elliptique. C'est donc un cercle légèrement aplati. À son point le plus éloigné, Pluton se trouve à 49 unités astronomiques du Soleil. Lorsqu'elle se déplace, elle se rapproche de l'étoile. À son point le plus proche, Pluton se trouve à environ 29,5 UA du Soleil. C'est plus proche que Neptune. Donc hypothétiquement, elle pourrait entrer en collision. Regardons cette potentielle collision de plus près, encore plus près. Bien, Neptune et Pluton se rapprochent lentement l'une de l'autre. Ce sont 2 mondes très froids, mais ils commencent à interagir l'un avec l'autre par gravitation, comme 2 aimants. Cela les réchauffe de l'intérieur. Neptune est une géante gazeuse, dépourvue de surface solide. Il n'y a donc pas encore beaucoup de changements. Mais Pluton a une surface rocheuse. À cause de l'influence gravitationnelle de Neptune, elle commence à se fissurer. Pluton subit continuellement des tremblements de terre. Cela la fait chauffer encore plus. Lorsque Pluton touche presque la géante gazeuse, elle commence à s'effriter de l'intérieur. De plus, Neptune a une atmosphère très dense. La planète naine commence donc à s'enflammer à cause de la friction avec les gaz de la haute atmosphère. Pluton est maintenant très chaude d'un côté et très froide de l'autre. Cela provoque une grave déformation et elle commence à s'effriter. La moitié des fragments de la planète naine restent dans l'orbite de Neptune. Ils entreront en collision les uns avec les autres jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière et deviennent de nouveaux anneaux de la planète géante. D'autres fragments se consumeront dans l'atmosphère de Neptune. Et les plus gros rochers qui restent de Pluton tomberont sur Neptune jusqu'à ce qu'ils soient complètement pulvérisés. Neptune a donc littéralement avalé Pluton et a continué son orbite sans aucun changement. Tout cela parce que la géante gazeuse est 20 fois plus grande et beaucoup plus lourde que la planète naine. Cette collision ne ferait donc aucun mal à Neptune. Mais cela ne peut pas vraiment se produire, car leurs orbites ne se croisent pas vraiment. Regardons à nouveau la carte du système solaire. Pas d'en haut, mais de côté cette fois. Les 9 planètes ici présentes sont toutes sur une ligne horizontale à partir du Soleil. La distance qui les sépare est grande et leurs orbites ne se croisent pas. Voici l'orbite de Pluton. Tu peux voir qu'elle est inclinée par rapport à la ligne horizontale de toutes les planètes. Elle commence au sommet, puis plonge sous les orbites des planètes et revient. Donc Pluton ne peut jamais entrer en collision avec Neptune. Pourtant, des collisions planétaires se sont déjà produites dans notre système solaire. Et c'est même grâce à ces collisions que la vie est apparue sur Terre. Remontons le temps jusqu'à il y a presque 4,5 milliards d'années. Cette boule de lave chaude, c'est la Terre. Elle vient de se former à partir d'un nuage de poussière et a commencé à refroidir. Mais alors, une planète errante de la taille de Mars est apparue à l'horizon. Elle s'appelait Theia. Elle s'est inévitablement approchée de notre planète. La collision avec Theia s'est produite à un angle parfait. Si Theia nous avait percuté de plein fouet, les 2 planètes auraient été réduites en miettes. Mais elle nous a frappé presque à la tangente. Theia a arraché une partie de la matière de la jeune Terre et s'est elle-même réduite en miettes. Elle ne pouvait plus continuer son voyage car la Terre l'a prise dans son piège gravitationnel. Un grand fragment de cette planète est resté dans notre orbite. Des fragments plus petits se sont écrasés les uns sur les autres, tombant sur Terre ou rejoignant les restes de Theia. La poussière est retombée et nous pouvons voir cette image familière, la Terre et la Lune. C'est la principale théorie sur la façon dont nous nous sommes retrouvés en compagnie de notre satellite naturel. Les scientifiques affirment que c'est cette collision qui a provoqué l'apparition de la vie sur Terre. Theia a apporté beaucoup de glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. La nouvelle Lune a stabilisé la rotation de la Terre et les conditions sur la planète sont devenues idéales pour l'émergence de la vie.
Un autre genre de collision pourrait créer une onde de choc qui s'étendrait sur des milliers d'années-lumière. Une collision stellaire. Cela se produit généralement dans les systèmes binaires avec une naine blanche et une étoile régulière comme notre Soleil. Une naine blanche est le reste d'une étoile qui s'est éteinte. Lorsque les étoiles se rapprochent, elles commencent à se déplacer l'une autour de l'autre dans une danse en forme de spirale. La naine blanche tire vers le bas les couches supérieures de la plus grande étoile. Ce plasma chaud et cette poussière d'étoiles forment un disque lumineux. Les deux étoiles se rapprochent de plus en plus. Lorsqu'elles fusionnent enfin, cela provoque une réaction en chaîne dans le cœur de l'étoile chaude. La masse de matière exerce une pression trop forte sur le cœur de celle-ci. Les entrailles de l'étoile combinée se réchauffent alors encore plus et elles se dilatent, créant une supernova. C'est l'un des événements les plus brillants de l'univers. La lumière de l'explosion peut être vue à des centaines d'années-lumière. Une autre vision spectaculaire est la collision d'une étoile avec un trou noir. Les trous noirs sont les objets les plus lourds de l'univers et leur gravité est incroyablement forte. Alors quand une étoile et un trou noir se rapprochent, le trou noir commence à manger la matière plus légère de l'étoile. Le plasma chaud, comme des spaghettis, se dirige vers le cœur du néant noir. Pour un observateur, ce plasma semble se déposer sur le bord même du trou noir. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Il se trouve que le temps est considérablement ralenti près d'un objet aussi lourd. On a donc l'impression que la matière reste sur l'horizon des événements, mais en réalité, elle est partie depuis longtemps au cœur du trou noir. Alors qu'il se rapproche encore plus, le trou noir commence à déchirer littéralement l'étoile et l'avale entièrement. À ce stade, le trou noir recrache environ la moitié de la masse de l'étoile sous la forme d'un faisceau d'énergie sortant directement de son cœur. L'autre moitié de la masse de l'étoile devient de la nourriture pour cette bête noire. Nous connaissons de nombreux trous noirs dans notre univers. Les plus lourds d'entre eux se trouvent généralement au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Mais que se passerait-il si deux trous noirs entraient en collision l'un avec l'autre ? Les scientifiques ont eu l'occasion d'observer un tel événement. Deux trous noirs pesant respectivement 66 et 85 masses solaires se sont progressivement rapprochés l'un de l'autre. Ils ont dansé ensemble, faisant dévier la lumière qui passait près d'eux. Mais ensuite, ils ont fusionné en un énorme trou noir, pesant 142 masses solaires. À la même seconde, le nouveau trou noir a libéré des ondes gravitationnelles dans l'espace avec une énergie de 9 masses solaires. Les scientifiques ont pu capter ces ondes et observer la fusion des deux trous noirs. Mais cet événement s'est en fait produit il y a environ 17 milliards d'années. Nous ne le voyons que maintenant car les particules de lumière et les ondes gravitationnelles ont mis énormément de temps à parcourir la distance de 17 milliards d'années-lumière jusqu'à la Terre. Considère maintenant une collision à l'échelle galactique. Littéralement, il s'agit d'une collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Cet événement se produira dans 4,5 milliards d'années, alors reste à l'écoute. La Voie lactée compte environ 100 milliards d'étoiles, tandis qu'Andromède en compte environ 1000. Lorsque les galaxies s'approcheront l'une de l'autre, elles feront plusieurs cercles l'une autour de l'autre. À ce moment-là, certaines étoiles seront peut-être éjectées de leur galaxie comme par un lance-pierre. Puis, la Voie lactée et Andromède commenceront à fusionner. Un scénario possible est que notre système solaire entre en collision avec un autre système stellaire d'Andromède. Dans ce cas, il pourrait y avoir une collision stellaire et une supernova par la suite. Notre monde serait détruit. Une autre possibilité est que le Soleil soit éjecté dans l'espace noir. Dans ce cas, nous ne remarquerons peut-être même pas la différence. Tout ce que nous verrons sur Terre, c'est un ciel étoilé qui disparaît progressivement, car notre système solaire voyagera dans l'espace, loin de sa galaxie d'origine. Mais le scénario le plus probable est que lorsque les galaxies fusionneront, cela se fera sans aucune douleur pour nous. En fait, l'espace est très vaste, et il y a de la place pour toutes les étoiles des deux galaxies. La seule différence, c'est que nous verrons beaucoup de nouvelles étoiles dans le ciel nocturne, ainsi que des soucoupes volantes venant d'Andromède. Ou pas, mais ce n'est pas la collision des galaxies qui devrait nous inquiéter, c'est notre Soleil. Dans 4,5 milliards d'années, il deviendra une géante rouge. Il va s'étendre, engloutissant les planètes les plus proches. La Terre deviendra probablement la planète la plus proche du Soleil. Il fera si chaud que toute vie disparaîtra tout simplement. Et personne ne pourra assister à la collision galactique. Des plaines gelées, des montagnes dont les sommets blancs scintillent au soleil lointain et de la neige rouge. Bienvenue sur Pluton, où plus rien n'a de sens.
En la regardant de loin, cette planète boule de glace présente surtout des nuances de blanc et de bleu clair caractéristiques de l'hiver. Une fois que tu auras atterri à la surface, tu remarqueras aussi un beau ciel bleu familier. Mais tu vois cette tache rouge en forme de baleine qui longe l'équateur? Juste là, à gauche de la région blanche en forme de cœur. Waouh, sacré truc! Cette tache est plus grande que l'Alaska et c'est un mystère pour les scientifiques. Ce n'est pas de la terre rouge argileuse ou quoi que ce soit que tu puisses voir sur Terre. C'est la version plutonienne de la glace. Les scientifiques pensent qu'elle est rouge parce que l'atmosphère laisse tomber sur la surface un étrange produit chimique qui ressemble à de la suie, appelé tholin. C'est la même substance qui explique la casquette rouge sur la lune de Pluton, Charon. Maintenant, regarde de plus près. Oh, regarde, nous avons une chaîne de montagnes. Oui, la glace rouge de Pluton est comme de la roche, et elle est suffisamment dure pour former des montagnes entières. Ces pics blancs qui se détachent sur le rouge sombre ne sont pas des calottes de neige comme nous en avons sur Terre. Non, c'est du méthane gelé. Pour une si petite planète, les montagnes de Pluton sont énormes, plus grandes que l'Everest et faites entièrement de glace. Un paysage aussi bizarre n'existe nulle part ailleurs dans notre système solaire. Oui, Pluton est un endroit froid et rude. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 240 degrés Celsius. La température la plus froide jamais enregistrée sur Terre se situait en Antarctique, à peine moins 93 degrés Celsius. Maintenant, retournons au cœur de Pluton. C'est en fait une vaste plaine couverte de glace de nitrogène. Les scientifiques ont découvert que le cœur de Pluton fait souffler les vents de la planète. Les cratères sont aussi très grands et certains d'entre eux montrent des signes de remplissage et d'érosion. C'est quelque chose qui se produit ici même sur Terre. Lorsque la Terre est usée et façonnée par des forces naturelles comme le vent, l'eau et la glace, c'est l'érosion. Qu'est-ce qui rend tout cela si spécial sur Pluton? Cela pourrait être la preuve qu'il existe ici une activité de plaques tectoniques. Tu sais, ces grandes plaques de terre qui surfent sur la roche liquide, formant des chaînes de montagnes séparant les continents et les remettant ensemble. C'est quelque chose que les scientifiques n'ont jusqu'à présent observé que sur la Terre, mais jamais sur une autre planète du système solaire. Si cela se trouve, Pluton ressemble beaucoup plus à notre propre planète qu'on ne croit. Car en plus, il y a de l'eau sur Pluton, un tiers de sa surface pour être précis. Mais bien sûr, ce n'est pas comme l'eau de la Terre. C'est plus comme un liquide rocheux. Miam! Toujours aucun signe de vie là-bas, du moins pas pour l'instant. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir le peu d'informations que nous avons sur Pluton. Elle a été découverte pour la première fois il y a presque 100 ans et était considérée comme la 9e planète en partant du Soleil. C'est en 2006 que sa carte de membre officiel du Club des planètes a été révoquée. Pauvre Pluton! Elle a été surnommée la plus grosse planète naine de la ceinture de Kuiper, une région située à l'extérieur de notre système solaire, remplie d'autres planètes naines et de corps glacés qui tournent autour du Soleil. Quelques mois auparavant, ils avaient lancé la mission New Horizons. Il s'agit de la première sonde spatiale que les chercheurs ont envoyée vers Pluton en 2006. Filant à plus de 56 000 km/h, soit 45 fois la vitesse du son, il a tout de même fallu à la sonde près d'une décennie pour atteindre sa destination. C'est pour dire à quel point la petite planète est éloignée. En fait, Pluton se trouve à près de 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Si tu étais là en train de regarder le ciel, tu verrais le Soleil comme un minuscule point, comme n'importe quelle autre étoile dans le ciel. Lorsque New Horizons a finalement atteint Pluton en 2015, il s'est suffisamment rapproché pour prendre d'incroyables photos de la surface. Elle a également recueilli des données et des observations importantes comme ces étranges taches rouges et cette région en forme de cœur. Mais Pluton nous semble encore plus étrange, surtout son orbite. La plupart des autres planètes tournent autour du Soleil en formant des cercles presque parfaits, le Soleil étant proche du centre. Or, le Soleil est loin d'être au centre de l'orbite de Pluton, et l'orbite est tellement étirée que Pluton croise plusieurs fois la route de Neptune et se rapproche plus du Soleil que la géante gazeuse bleue. Donc, voici l'effet exceptionnel de cette étrange orbite. Pluton a parfois une atmosphère et parfois non. Lorsqu'elle est proche du Soleil, une fine atmosphère d'azote se forme. Mais lorsque la planète commence à s'éloigner de notre étoile, l'atmosphère gèle et tombe à la surface dans une tempête de glace aux proportions colossales. Pluton est probablement beaucoup plus petite que tu ne l'imagines. Si tu la mets sur une carte de la Terre, elle ne s'étendrait que sur la moitié du territoire américain. Pourtant, cette petite planète possède 5 lunes qui tournent autour d'elle. Et la vie sur Pluton serait une année sans fin pour nous, les humains. Imagine, pas d'anniversaire pendant toute ta vie.
Depuis sa découverte en 1930, nous ne l'avons toujours pas vu faire un tour complet autour du Soleil. Une année sur Pluton correspond à 248 années terrestres, et nous le verrons enfin le 23 mars 2178. Note-le dans ton calendrier. Depuis que Pluton a été exclu du club des planètes officielles, Neptune est devenue la dernière de la file. Il s'agit en fait d'une grosse boule de glace et de gaz. Comme pour les autres géantes gazeuses, si tu essayais d'atterrir sur cette planète, tu ne ferais que t'enfoncer de plus en plus dans des nuages et une atmosphère apparemment sans fin. Une chose amusante à propos de la planète bleue, elle n'a peut-être pas une surface rocheuse comme celle que toi et moi connaissons, mais sa gravité à la surface est à peu près la même que celle de la Terre. On ne peut pas en dire autant de toutes les autres planètes du système solaire. En nous rapprochant du Soleil, nous passons devant la géante gazeuse suivante, Uranus. Cette planète anticonformiste fait le tour du Soleil en roulant sur le côté. Une orbite complète correspond à 84 années sur Terre. Tu auras donc peut-être la chance de fêter un seul anniversaire durant toute ta vie. Attention, tu n'auras qu'une seule fête, alors profite bien. Et maintenant, nous approchons du joyau du système solaire, Saturne. La deuxième plus grande planète après Jupiter est une autre géante gazeuse, où tu sombrerais dans une atmosphère sans fin si tu essayais d'y faire atterrir un vaisseau spatial. Saturne est la planète la moins dense de toutes, ce qui signifie que si tu la mettais dans un verre d'eau géant, elle flotterait. Ces fameux anneaux sont constitués de poussière de glace et de roches. Certains sont aussi petits qu'un grain de sable, d'autres plus gros que des maisons. Mais écoute ça, les anneaux de Saturne tombent sous forme de pluie sur la planète, assez pour remplir une piscine olympique en une demi-heure. À ce rythme, le célèbre système d'anneaux bleus disparaîtra complètement dans 300 millions d'années. Au fait, Neptune, Uranus et Jupiter ont aussi des anneaux, mais ils ne sont pas aussi visibles et brillants que ceux de Saturne. Imagine que tu rassembles toutes les planètes en une seule. Maintenant, multiplie-la par 2. Non, toujours pas aussi grande que Jupiter. Les scientifiques l'appellent une étoile ratée, car elle est principalement composée d'hélium et d'hydrogène, tout comme notre Soleil. Mais cette planète géante n'est toujours pas assez grosse pour déclencher les processus chimiques qui pourraient la transformer en étoile. C'est la planète qui tourne le plus vite et il ne lui faut que 10 heures pour effectuer une rotation complète sur son axe. Imagine que tu essaies de condenser le sommeil, le travail, les amis, les loisirs, le cinéma, le shopping, toute ta routine en moins d'une demi-journée sur Terre. De magnifiques hautes montagnes, les plus hautes de tout le système solaire, les tempêtes de poussière les plus spectaculaires jamais vues, des vallées profondes, des cratères. Oui, je parle de Mars, notre maison potentielle dans le futur. Si tu aimes les couchers de soleil, tu apprécieras certainement ceux de Mars. Ils sont incroyablement bleus alors que le ciel est rouge rosé toute la journée. Même si Mars est une voisine très proche, depuis sa surface, le Soleil paraîtrait moitié moins grand que depuis la Terre. Donc en fait, elle n'est pas aussi proche qu'il n'y paraît. Oh, et si tu as toujours rêvé de devenir joueur de basket, sache que Mars est l'endroit idéal pour ça. La gravité de la planète rouge ne représente que 37% de celle de la Terre. Tu sauterais donc 3 fois plus haut là-bas. Vénus est la planète de tous les extrêmes. La surface la plus chaude, le plus grand nombre de volcans, la planète la plus brillante et enfin, la plus proche de la Terre. C'est aussi celle qui tourne le plus lentement. On peut même carrément dire qu'elle tourne à peine, ce qui fait qu'une journée sur Vénus dure 243 jours terrestres. Voilà qui te laisserait le temps de faire des tonnes de choses. Vénus tourne également dans le sens inverse de la Terre, ce qui fait que les levées de soleil sont à l'ouest et les couchers à l'est. Elle n'a pas de lune ni d'anneau, et en plus, il s'agit de la plus petite planète de tout le système solaire. Une année n'y dure que 88 jours, donc si tu y vivais, tu aurais beaucoup plus d'anniversaires. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais ce n'est pas la plus chaude. Cette place revient à Vénus. Les températures sur Mercure ne sont pas aussi élevées que sur Vénus, parce que la planète n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur du Soleil. La vraie particularité de Mercure, ce sont ses rides. Son noyau de fer s'est refroidi et a rétréci, entraînant la contraction de la surface et la formation de ses rides. Ça, et aussi le fait qu'elle est super proche du Soleil, mais qu'elle n'a pas besoin de protecteur solaire. Et je ne suis pas sûr de cette dernière info. Mars pourrait, à notre insu, perturber les abysses de nos océans. Située à 225 millions de kilomètres de la Terre, elle était autrefois jugée trop éloignée pour exercer une quelconque influence sur nous. Or, cette certitude a récemment vacillé avec la mise en évidence d'un effet papillon inattendu. Une modeste attraction gravitationnelle, à l'origine anodine,
finirait par engendrer d'immenses tourbillons dans les profondeurs marines. Cette hypothèse a émergé lorsque des scientifiques se sont penchés sur l'analyse de près de 300 forages réalisés dans le plancher océanique dans les années 60. Leur objectif était d'évaluer la puissance des courants profonds en examinant les sédiments, ces dépôts de sable ou de vase qui se sont accumulés au fond des mers durant 65 millions d'années. Le fond océanique est constitué d'une superposition de strates sédimentaires. Lorsqu'elles suivent un schéma régulier, cela indique une accumulation progressive et ininterrompue des matériaux, signe que les courants marins sont restés relativement stables. Toutefois, les chercheurs ont relevé une anomalie. À certaines époques précises, aucune trace de sédimentation ne subsistait, ce qui impliquait qu'un facteur extérieur avait rompu ce processus naturel. L'explication la plus plausible réside dans l'existence de puissants courants sous-marins. Leur intensité aurait été telle qu'ils auraient déplacé les sédiments de leur emplacement initial. Mais l'aspect le plus intrigant de cette découverte réside ailleurs. Toutes les interruptions relevées se sont produites selon un intervalle constant de 2,4 millions d'années. Au total, 27 périodes de rupture ont été mises en évidence, un phénomène qui ne saurait être attribué au simple hasard. Les chercheurs ont alors compris qu'ils ne faisaient pas face à de simples irrégularités dans le dépôt des sédiments, mais bien à un phénomène cyclique. D'après les spécialistes, la seule explication envisageable trouve son origine dans l'espace et s'inscrit dans le cadre des grands cycles astronomiques. Pour saisir ce mécanisme, il convient d'évoquer d'abord les cycles de Milankovitch. Ces cycles doivent leur nom au scientifique serbe qui, il y a un siècle, a émis l'hypothèse que les variations dans la trajectoire orbitale et l'inclinaison de la Terre pouvaient influer sur son climat à long terme. Les mouvements de notre planète ne sont pas immuables et peuvent être perturbés par divers facteurs, notamment par l'influence gravitationnelle d'autres astres. En temps normal, l'orbite terrestre autour du Soleil s'apparente à un cercle quasi parfait. Toutefois, à intervalles réguliers, cette trajectoire subit l'effet de l'attraction exercée par Jupiter et Saturne, qui déforment alors l'orbite et lui confèrent une forme plus elliptique. De telles modifications influencent la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par notre planète, ce qui entraîne des bouleversements climatiques. D'après la théorie de Milankovitch, ces variations suivent des cycles bien définis, de 405 000, 100 000, 41 000 et 23 000 ans. On suppose que ces cycles seraient à l'origine de l'alternance entre périodes glaciaires et interglaciaires. Cette hypothèse, d'abord théorique, a été validée dans les années 70, lorsque des scientifiques ont découvert des preuves de ces rythmes cycliques en analysant les sédiments marins. Des analyses plus récentes ont révélé qu'au-delà des cycles de Milankovitch, d'autres changements climatiques suivèrent des cadences nettement plus étendues. Ici, il n'est plus question de dizaines de milliers d'années, mais de phénomènes qui s'étalent sur plusieurs millions d'années. C'est précisément ce qui caractérise les grands cycles astronomiques mentionnés précédemment. Jusqu'à présent, notre compréhension de ces phénomènes reposait essentiellement sur des modèles mathématiques et informatiques. Trouver des indices géologiques attestant de l'existence de ces cycles astronomiques multimillénaires et de leur influence sur la Terre relevait d'un véritable défi. Mais les choses ont changé. Les découvertes réalisées au fond des océans pourraient bien fournir la preuve tant attendue. En effet, la période de 2 400 000 ans correspond précisément aux traces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et Mars. Lorsque ces deux planètes suivent leurs trajectoires respectives, leurs champs gravitationnels entrent en interaction selon un phénomène de résonance, exactement comme c'est le cas avec Jupiter et Saturne. Périodiquement, l'influence gravitationnelle de Mars perturbe légèrement l'orbite terrestre, rapprochant notre planète du Soleil. Ce phénomène, à l'instar des cycles de Milankovitch de plus courte durée, a des répercussions sur le climat. Il se traduit par une augmentation du rayonnement solaire reçu par la Terre, entraînant un léger réchauffement. Toutefois, les scientifiques estiment que cet apport supplémentaire d'énergie solaire reste modéré. Il ne s'agit pas d'un bouleversement tel que notre planète deviendrait une fournaise invivable. Néanmoins, même une variation minime du climat peut avoir des conséquences notables, notamment sur la circulation océanique. Une augmentation des températures favorise la multiplication des tempêtes de grande ampleur, lesquelles génèrent des tourbillons capables d'entraîner les sédiments jusqu'aux abysses océaniques. Ces phénomènes, comparables à d'immenses vortex sous-marins, jouent un rôle clé dans la dynamique des fonds marins. L'identification de ces discontinuités dans les archives sédimentaires des grands fonds constitue une avancée majeure, sans doute la plus solide confirmation à ce jour de l'existence des grands cycles astronomiques. Comme évoqué au début de la vidéo, ce processus rappelle l'effet papillon.
Tous les 2 400 000 ans, l'attraction gravitationnelle de Mars modifie l'orbite terrestre, entraînant un réchauffement climatique. Ce réchauffement stimule la formation de puissants tourbillons sous-marins qui finissent par bouleverser la dynamique des eaux profondes. Les cycles mis en évidence dans cette étude coïncident également avec certaines périodes de réchauffement climatique déjà bien documentées dans l'histoire de la Terre, notamment le fameux maximum thermique du Paléocène et Éocène. Cet épisode, survenu il y a environ 56 millions d'années, a entraîné une hausse des températures d'environ 8 degrés. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour en expliquer l'origine, qu'il s'agisse d'une perturbation orbitale ou du passage d'une comète. Or, cette nouvelle étude suggère que Mars pourrait aussi avoir joué un rôle dans ce phénomène. Bien que ces résultats soient particulièrement intéressants et convaincants, il reste encore beaucoup à faire pour établir un lien direct entre ces cycles astronomiques et les courants océaniques profonds. Certes, les chercheurs ont fourni une explication plausible aux lacunes observées dans les sédiments marins, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse à approfondir. Toutefois, leur réussite est capitale pour l'ensemble de la communauté scientifique. Comprendre précisément le moment où ces grands cycles astronomiques se produisent et leurs effets sur la Terre pourrait s'avérer déterminant. Cela permettrait notamment de mieux distinguer les fluctuations climatiques d'origine naturelle de celles provoquées par l'activité humaine. L'étude de ces tourbillons océaniques apporte aussi de précieuses informations sur l'impact du changement climatique sur la circulation des eaux marines. C'est d'ailleurs ce qui rend cette découverte particulièrement importante, notamment en lien avec une menace majeure, l'éventuel effondrement de la circulation méridienne de retournement atlantique. Ce système de courants océaniques assure la redistribution des masses d'eau dans l'Atlantique, transportant les eaux chaudes vers le nord et les eaux froides vers le sud. Il joue ainsi un rôle clé dans la régulation thermique de la planète et dans l'apport de nutriments indispensables à la vie marine. Or, certains chercheurs redoutent un ralentissement, voire un arrêt de ce mécanisme, aux conséquences potentiellement désastreuses. Si cela devait se produire, les eaux de surface, riches en oxygène, ne se mêleraient plus aux eaux profondes, compromettant ainsi l'équilibre des océans. Pourtant, ce lien possible entre Mars et la Terre ouvre une perspective plus optimiste. Il suggère qu'un réchauffement climatique pourrait entraîner une intensification des courants océaniques profonds, empêchant ainsi les mers de stagner. Cela dit, cette hypothèse reste fragile. Les preuves manquent encore. Certains experts sceptiques rappellent que, bien que l'activité des tourbillons ait effectivement augmenté ces dernières décennies, les observations satellitaires montrent que leurs courants n'atteignent pas systématiquement les abysses et ne garantissent pas toujours une circulation efficace de l'eau. Pour l'heure, impossible de trancher. Seules les recherches futures permettront de savoir qui a raison. Les océans couvrent environ 70% de la surface de la Terre, et nous n'en avons exploré que 5 à 20%. Et récemment, les astronomes ont découvert encore plus d'eau. Une immense réserve flotte dans l'espace, près d'un quasar situé à plus de 12 milliards d'années-lumière. Et il ne s'agit pas d'une simple flaque d'eau, mais d'une quantité absolument impressionnante. Environ 140 000 milliards de fois plus importante que toute l'eau des océans de la Terre. Elle gravite autour d'un trou noir supermassif 20 milliards de fois plus grand que notre Soleil. Ce trou noir est entouré d'un quasar extrêmement lumineux. Il émet autant d'énergie que 1000 milliards de soleils réunis. J'en ai un peu le vertige. D'ailleurs, comme la lumière met du temps à nous parvenir, nous voyons ce quasar tel qu'il était lorsque l'univers était encore jeune. Les astronomes sont convaincus que cette immense réserve d'eau est la plus éloignée et la plus grande jamais découverte dans l'espace. Matt Bradford, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a précisé que c'est grâce à son environnement unique que ce quasar est à même de produire une telle quantité d'eau. L'équipe de Bradford, en collaboration avec un autre groupe d'astronomes, étudie depuis un certain temps ce quasar et le trou noir supermassif qui se trouve en son centre. Ils ont remarqué que lorsque le trou noir attire la matière environnante, il réchauffe le gaz et la poussière qui se trouvent à proximité. Ce processus a créé une zone remplie de molécules qui n'avaient jamais été observées à une telle distance auparavant. Les premiers quasars ont été détectés il y a plus de 50 ans, lorsque des télescopes ont repéré des objets extrêmement lumineux dans l'espace lointain. Ce ne sont pas des étoiles ordinaires, ils brillent au centre de galaxies lointaines et sont si puissants qu'ils éclipsent toutes les étoiles qui les entourent. Au cœur de chaque quasar se trouve un trou noir gigantesque, des millions, voire des milliards de fois plus lourd que le Soleil. Lorsque le gaz et la poussière tourbillonnent vers le trou noir, ils se réchauffent et libèrent une quantité incroyable d'énergie.
Cela fait du quasar l'un des objets les plus brillants et les plus puissants que nous ayons jamais observés dans l'espace. Observer les quasars, c'est comme remonter dans le temps. La lumière que nous voyons aujourd'hui a voyagé pendant des milliards d'années. Elle permet aux scientifiques d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblait l'univers dans un passé lointain. Les quasars peuvent nous aider à comprendre comment les galaxies se sont formées, comment la matière s'est propagée et comment les premières structures cosmiques se sont assemblées. Certains quasars émettent d'énormes jets de particules ultra rapides. En s'étendant dans l'espace, ils peuvent parfois modifier des régions entières de l'univers. Mais revenons à cette eau sidérale, ou plutôt à cette vapeur d'eau. Lorsque les astronomes l'ont découverte, elle flottait autour du quasar, répartie sur une immense zone large de plusieurs centaines d'années-lumière. À titre de comparaison, une seule année-lumière équivaut à environ 9,6 billions de kilomètres. Même si le gaz y est incroyablement rare, contrairement à ce que nous connaissons sur Terre, il est beaucoup plus chaud et plus dense que le gaz présent dans la plupart des autres galaxies, y compris dans notre propre Voie lactée. La température de ce gaz est d'environ moins 52 degrés Celsius, et sa densité est environ 300 000 milliards de fois inférieure à celle de l'atmosphère terrestre. Cela semble extrême. Même à l'échelle de l'espace, c'est inhabituel. Or, la vapeur d'eau n'est pas une molécule comme les autres. Le fait même qu'elle existe à proximité d'un quasar suggère que cette zone est régulièrement exposée à des radiations. C'est cette exposition qui maintient le gaz à une température plus élevée que la normale. Pour ajouter au mystère, les astronomes ont également détecté du monoxyde de carbone et d'autres molécules. En d'autres termes, il y a beaucoup de matières premières dans les environs. À l'avenir, ce gaz pourrait contribuer à agrandir encore davantage le trou noir supermassif, jusqu'à 6 fois sa taille actuelle. Cependant, ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Une partie du gaz pourrait être aspirée par le trou noir, une autre pourrait former de nouvelles étoiles, et une autre encore pourrait être projetée dans l'espace. La découverte de vapeur d'eau dans un quasar aussi lointain signifie que les éléments constitutifs de l'univers existent depuis des milliards d'années. L'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons, donc sa présence il y a si longtemps suggère que les ingrédients nécessaires à la vie existaient bien plus tôt que nous ne le pensions. Cependant, l'eau n'est pas seulement importante pour la vie. Elle joue également un rôle clé dans la formation des étoiles et des galaxies. Lorsque d'énormes nuages de gaz se refroidissent, l'eau contribue à leur effondrement, facilitant ainsi la naissance de nouvelles étoiles. Mais comment les chercheurs ont-ils pu repérer cet énorme nuage d'eau ? En 2008, l'équipe de Bradford a commencé à rechercher de l'eau dans l'espace à l'aide d'un instrument spécial appelé ZSPEC. Celui-ci était fixé à un télescope de 10 mètres à Hawaï. Pour vérifier leurs résultats, ils ont utilisé un autre outil puissant, le CARMA. Il s'agit d'un groupe d'antennes radio situé dans les montagnes du sud de la Californie. Au même moment, une autre équipe recherchait de l'eau à l'aide d'un télescope situé dans les Alpes françaises. En 2010, cette deuxième équipe a détecté une infime trace d'eau dans notre lointain quasar. Il s'agissait d'un signal minuscule. Par la suite, le groupe de Bradford a détecté d'autres signaux. C'était la preuve dont nous avions besoin pour conclure qu'il y avait effectivement une énorme quantité d'eau là-bas. Aujourd'hui, notre nuage flottant de vapeur d'eau n'est plus le seul endroit où nous avons trouvé cette molécule en dehors de la Terre. Les scientifiques ont récemment fait une découverte majeure. Il existe d'énormes réserves d'eau liquide cachées profondément sous le sol martien. En théorie, les futurs astronautes pourraient donc utiliser cette eau pour leur mission, voire pour s'installer de manière permanente sur Mars. Mais bien sûr, il y a un hic. Cette eau ne se trouve pas dans de jolis lacs ou océans facilement accessibles. Elle est enfouie si profondément à l'intérieur de Mars que nous n'avons aucun moyen de l'atteindre avec la technologie dont nous disposons actuellement. Les scientifiques l'ont découverte en analysant les données sismiques de la sonde Mars InSight. Celle-ci a détecté une activité sismique étrange, que l'on peut expliquer par la présence de ces réserves d'eau cachées. Mars contient donc encore de l'eau aujourd'hui, principalement sous forme de glace à la surface ou juste en dessous. Mais ce n'est rien comparé aux quantités massives que la planète contenait il y a des milliards d'années. La grande question est la suivante. Où est passée toute cette eau ? Les scientifiques pensent qu'elle s'est soit évaporée dans l'espace, soit déplacée vers l'intérieur de la planète, où elle pourrait désormais être piégée sous forme de gisements liquides ou de dépôts de glace. Le problème ? Nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau perdue par Mars. Cette question reste donc sans réponse pour l'instant. La Lune, satellite de la Terre, contient également de l'eau, mais pas sous la forme que vous imaginez.
Au lieu de lacs ou de rivières, l'eau de la Lune est principalement constituée de glace, répartie de manière inégale à sa surface. Les pôles, froids et ombragés, en sont particulièrement riches, car ils ne sont jamais exposés au soleil. Une grande partie de cette glace est également mélangée au sol lunaire et enfouie profondément, ce qui la rend très difficile à atteindre. Il y a ensuite Encelade, l'une des lunes de Saturne. Elle est minuscule, avec un diamètre de seulement 505 km. C'est tout de même suffisant pour contenir l'Arizona. Tiens, pourquoi ne pas essayer? Plus sérieusement, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA est arrivée près de Saturne, les scientifiques s'attendaient à trouver un monde gelé et stérile. Mais au lieu de cela, ils ont observé d'énormes panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau jaillissant de geysers près du pôle sud. Cela signifiait qu'un océan gigantesque devait se cacher sous sa croûte glacée, pris en sandwich entre le noyau rocheux de la Lune et sa surface gelée. Le fait que cet océan soit actif et envoie constamment des matériaux dans l'espace fait d'Encelade une candidate de choix pour de futures explorations. Nous avons également Europe, l'une des lunes de Jupiter et l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Europe possède un gigantesque océan d'eau salée qui pourrait atteindre 64 à 161 km de profondeur. Cela signifie qu'il pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Mais il y a un obstacle de taille. Cet océan est caché sous une épaisse couche de glace, et les scientifiques pensent qu'il aurait une épaisseur située entre 16 et 32 km. L'océan d'Europe reste liquide grâce aux forces de marée exercées par la gravité de Jupiter. L'attraction massive de la planète étire et comprime la Lune, créant une friction qui la réchauffe à l'intérieur et empêche l'océan de geler. Le plus passionnant, c'est que les scientifiques pensent que des panaches d'eau pourraient jaillir des nombreuses fissures qui parsèment la surface glacée d'Europe. Si cela se confirme, nous pourrions un jour être en mesure de prélever des échantillons de cet océan sans avoir à forer à des kilomètres de profondeur. Cependant, de nombreuses inconnues subsistent. Quel est le volume des réserves d'eau d'Europe? À quelle vitesse se recongèle-t-il? Et comment la température et la pression extrême affectent-elles la glace? Les scientifiques sont impatients de le découvrir, car l'océan d'Europe est l'un des lieux les plus prometteurs où trouver des microbes extraterrestres dans notre système solaire. Devinez quoi? Un immense océan pourrait se dissimuler sous nos pieds, enfoui entre 400 et 650 km de profondeur. Il serait même plus vaste que tous les océans de surface réunis. Des chercheurs, à l'écoute des séismes qui secouaient les profondeurs terrestres, ont constaté que ces vibrations ralentissaient en traversant certaines zones du manteau, signe possible de la présence d'eau. Grâce à des simulations et à des expériences, ils ont ainsi révélé l'existence d'un océan souterrain, mais il n'a rien de commun avec celui que vous imaginez. Sa nature est bien plus déroutante. Le manteau forme une épaisse strate située entre la croûte terrestre et le noyau. Il se compose d'un manteau supérieur, d'un manteau inférieur et d'une couche énigmatique entre les deux, appelée zone de transition. Dans sa partie supérieure, l'on rencontre souvent un minéral remarquable, l'olivine, nommé ainsi pour sa teinte vert-olive. Ce minéral supporte aisément les températures extrêmes et prospère dans la lave. Il ne se contente pas d'y survivre. Il représente près de la moitié du manteau supérieur. On le découvre à la surface grâce aux volcans, car lorsqu'ils projettent leur magma, les minéraux qu'ils renferment remontent avec lui. En refroidissant et en se solidifiant, ce magma engendre des roches ignées, où les minéraux se cristallisent progressivement. L'olivine est l'un des premiers minéraux à se cristalliser. Sa forte concentration dans le magma favorise la formation d'une multitude de cristaux. Certains demeurent minuscules, tandis que d'autres croissent jusqu'à devenir aisément visibles. Les plus grands sont récoltés pour la joaillerie ou pour d'autres usages, comme la fonte des métaux. Mais en descendant plus profondément dans la Terre, à près de 400 km, l'olivine subit d'étranges transformations. Nous atteignons alors la mystérieuse zone de transition, où la pression s'intensifie et la chaleur devient extrême. L'olivine s'y transforme en deux roches splendides, la wachsleite et la ringwoodite. Tout comme l'olivine, elles apparaissent parfois à la surface grâce à l'activité volcanique. Ces pierres, d'un bleu-vert lumineux et au lustre vitreux, sont rares et de petite taille. On ne peut donc les exploiter en bijouterie et on les étudie principalement en laboratoire. Elles possèdent par ailleurs une propriété singulière. Leur structure leur permet d'absorber l'eau, un pouvoir que l'olivine ne possède pas. Il ne s'agit pas d'humidité réelle pour autant, mais d'une capacité à retenir les éléments constitutifs de l'eau, hydrogène et oxygène, dans leur réseau cristallin. Ceux-ci peuvent représenter jusqu'à environ 3% de leur masse.
Ces deux minéraux jouent pourtant un rôle colossal dans la géologie terrestre. Ils influencent à la fois la conductivité électrique du manteau et sa viscosité, autrement dit sa capacité à s'écouler. Ces propriétés modifient la convection mantélique, la tectonique des plaques et même l'activité volcanique. Sans ces cristaux microscopiques, notre planète serait méconnaissable. Elle pourrait être presque entièrement submergée. Seuls quelques sommets émergeant des flots. Ils nous permettent aussi de mieux comprendre le comportement de l'eau dans son ensemble. La zone de transition se distingue par son caractère hydraté. C'est là qu'intervient une récente découverte majeure, l'existence d'un vaste réservoir d'eau souterrain. En étudiant le comportement de l'eau à de telles profondeurs, les scientifiques ont observé qu'à mesure que la ringwoodite, chargée en eau, s'enfonce vers le manteau inférieur, elle commence légèrement à fondre. Ce processus lui permet de libérer une partie de son eau, qui se retrouve ensuite piégée dans les profondeurs plutôt que de circuler librement. Toutefois, cette eau n'existe ni sous forme liquide, ni solide, ni gazeuse. Elle demeure chimiquement liée aux structures minérales environnantes. Il ne s'agit donc pas d'un océan au sens traditionnel du terme, mais d'une immense réserve aquifère enfouie. Cette découverte est capitale, car elle bouleverse notre compréhension du cycle hydrologique terrestre, révélant que l'eau circule aussi à travers des zones cachées au plus profond du globe. Une autre révélation fascinante au sujet de l'eau est qu'elle pourrait exister sous un mystérieux quatrième état de la matière. Nous la connaissons sous ses formes solides, liquides et gazeuses, mais soumise à des pressions extrêmes dans des espaces infimes, elle adopte un état inédit appelé effet tunnel. Ce phénomène a été observé dans un minéral nommé béryl, au sein duquel se trouvent de minuscules canaux hexagonaux, d'à peine 5 atomes de largeur. Ces canaux se comportent comme de petites cages, capables de piéger des molécules d'eau isolées, à l'instar de la wachsleite et de la ringwoodite. Dans ces conditions extrêmes, les molécules d'eau ne suivent plus les lois de la physique classique, mais celles plus étranges et subtiles de la physique quantique. Le phénomène de tunnel quantique permet à certaines particules d'exister en plusieurs lieux à la fois ou de traverser des obstacles théoriquement infranchissables. Imaginez une balle qui, au lieu d'escalader une colline, se retrouve de l'autre côté, comme si elle l'avait traversée. Les atomes d'hydrogène présents dans le béryl se comportent de manière comparable à ces petites balles. Normalement, chacun d'eux occuperait une position bien définie, mais lors de l'expérience, les chercheurs ont constaté qu'ils apparaissaient simultanément à plusieurs endroits. Ensemble, ils formaient un motif rappelant deux anneaux ondulants, comme si les molécules d'eau s'étaient étalées en une forme circulaire diffuse. Cet état inédit de l'eau, jamais observé auparavant, transforme notre compréhension de son comportement sous conditions extrêmes et ouvre de nouvelles perspectives pour la biologie. L'ensemble de ces découvertes pousse les chercheurs à repenser l'origine véritable de l'eau terrestre. Élément vital à toute forme de vie connue, elle recouvre environ 71% de notre planète et compose également l'essentiel du corps humain. Comprendre comment l'eau apparaît dans l'espace et sur d'autres mondes pourrait donc nous guider dans la recherche de la vie extraterrestre. Selon l'une des principales hypothèses, lors de la formation de la Terre, les matériaux s'agrégeant pour constituer la planète contenaient déjà de l'eau, ou du moins les éléments nécessaires à sa création. La Terre prit forme il y a environ 4,5 milliards d'années. Sous l'effet de la gravité, notre planète naissante se constitua peu à peu à partir de poussière, de gaz et de roches en orbite autour du jeune Soleil. Ces éléments s'assemblèrent progressivement pour engendrer les planètes du système solaire. Or, les régions internes de ce nouveau système étaient alors brûlantes. Bien trop pour que l'eau subsiste à l'état liquide. Elle se serait immédiatement évaporée dans l'espace. Toutefois, il est possible qu'une partie de cette eau ait été enfermée dans les roches primitives ayant bâti la Terre. Certains de ces blocs de construction contiendraient même davantage d'hydrogène que l'ensemble de nos océans actuels, ce qui expliquerait la présence d'eau jusque dans les profondeurs terrestres. Plus tard, l'activité volcanique aurait pu libérer cette eau emprisonnée sous forme de vapeur, qui se serait alors condensée avant de retomber sous forme de pluie, remplissant notre jeune planète de mers et de lacs. Une autre hypothèse suggère qu'après la formation de la Terre, l'eau aurait été apportée par des visiteurs cosmiques gorgés d'humidité, tels que les comètes et les astéroïdes venus s'écraser sur notre planète. Jadis, le système solaire interne était un lieu tumultueux et chaotique à l'image de notre chaîne. Ha 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 ha!
Lorsque les planètes géantes modifièrent leurs orbites, un effet en chaîne s'ensuivit, connu aujourd'hui sous le nom de grand bombardement tardif. Cette période vit une pluie de blocs glacés s'abattre sur les planètes internes, dont la Terre. Pendant longtemps, les scientifiques crurent que cet épisode, accompagné de l'impact des comètes, avait constitué la principale source de notre eau. Toutefois, l'analyse chimique révéla que l'eau des comètes différait sensiblement de celle de nos océans. En revanche, l'eau contenue dans certains astéroïdes présentait une composition quasi identique à la nôtre. Certains échantillons renfermaient même des traces de matière organique. Il se pourrait aussi qu'une planète voisine nous ait prêté main forte. Il y a environ 4 milliards et demi d'années, un astre de la taille de Mars, baptisé Theia, serait entré en collision avec la Terre. Ce choc cataclysmique fit fondre une partie du manteau terrestre et engendra la formation de la Lune. Peut-être Theia apportait-elle également de l'eau. Enfin, il n'est pas exclu que la Terre ait produit la sienne. Selon les lois de la chimie, l'hydrogène aurait pu réagir avec la roche en fusion des immenses océans de magma primitifs pour donner naissance aux premières mers. Il est d'ailleurs possible que tous ces scénarios soient avérés et que l'eau terrestre provienne de plusieurs sources. Ceci rend nos recherches plus ardues, mais révèle à quel point l'eau se montre versatile dans l'univers.